Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Gérard Régnier, candidat aux législatives dans la seconde circonscription sous l'étiquette FLNKS, indépendantiste et nationaliste. Gérard Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et on a envie de dire, Gérard Régnier, le retour. Vous étiez très discret depuis quelques temps après avoir été secrétaire général de l'UC. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps-là? Je suis parti à la retraite. Et comme tout bon retraité, c'est le moment où on commence à travailler un peu sur sa maison, qu'on commence à revenir un peu aux choses essentielles de la vie, parce que vous savez, secrétaire général de l'Union calédonienne, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et entre-temps, j'ai eu aussi l'occasion de marier ma fille. Et alors, comment est-ce que vous avez été désigné candidat aux législatives des 12 et 19 juin? C'est un peu surpris. Oui. En 2017, quand je n'ai plus été secrétaire général, j'avais eu l'occasion de prendre la parole et de dire que je restais simple militant de l'Union calédonienne et que j'étais à la disposition du mouvement de l'Union calédonienne s'ils avaient encore besoin de moi. On est venu me rechercher en 2018 pour être le directeur de campagne de la première consultation, donc j'ai assuré la première consultation. Et là, on m'a appelé pour me dire on va te proposer candidat pour les législatives. Bon. Comme j'avais donné ma parole que je suis un bon militant et un bon soldat, donc je retourne à la bagarre. Ça n'a pas été évident parce que forcément, je ne suis certainement pas le meilleur des candidats. Je le dis là tout de cru. Mais simplement, c'est sur mon nom que s'est porté le consensus. Et on sait le pouvoir du consensus dans le monde kanak et dans le monde indépendantiste. Et donc, il y avait grosso modo, je crois, une quinzaine de candidats. Donc vous voyez que c'était assez étalé. Et donc il y a eu des débats pour savoir qui était à même de porter cette unité. Parce que c'est quand même la première fois, je tenais à le dire, que nous allons dans une démarche unitaire. Vraiment, c'est au-delà du FLNKS. C'est au-delà du FLNKS. Ce qu'on a appelé le Congrès populaire, notamment le Parti travailliste. Voilà, et on récupère beaucoup de petits partis qui sont là aussi et qui ont déposé aussi des candidatures. Donc c'est le premier point pour moi qui m'a motivé, c'est-à-dire pouvoir... En tant que secrétaire général de l'Union calédonienne, j'ai toujours œuvré pour l'unité. Donc c'était l'occasion pour moi d'aller au combat avec cette démarche unitaire. Et qui plus est, l'autre côté aussi, qui n'est pas quand même un détail, c'est que la mouvance indépendantiste va présenter un blanc pour les élections législatives. C'est pas rien quand même, hein, quand on sait comment la classe politique d'en face traite le FLNKS et comment les médias se font le relais de ce genre de choses. Et le deuxième point, si vous me permettez, c'est que sur la première circonscription, c'est une femme kanak qui est candidate pour les législatives. Donc, avec Marie-Pierre Métis, comme suppléante, et avec un Foutounien suppléant de Wally. Et donc, j'ai trouvé que le casting était pas mal. Mais vous en aviez envie? Ou c'est vraiment c'est le devoir qui vous a fait répondre positivement? C'est le devoir. C'est le devoir. On est là pour servir. Et alors, le fait, vous le disiez, que ce soit un blanc, et on en parlait juste avant cette interview, un Européen qui n'est pas né en Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus déroutant, non? C'est une volonté d'être inclusif, comme on dit aujourd'hui, de la part des indépendantistes? C'est la volonté de construire cette nation et donner du sens à cette nation. Et je le vois dans nos premiers meetings qu'on tient. Je trouve un débat riche et j'en suis content et même rassuré parce que quand on est désigné pour représenter la mouvance indépendantiste, je peux vous dire qu'on a l'estomac qui se noue un peu de temps en temps quand même. On sent une responsabilité importante. Et pourquoi la deuxième circonscription? C'est celle où vous vous sentez le plus à l'aise ou celle qui vous correspond le mieux? On aurait pu penser que vous vous présentiez dans la première. C'est celle que je connais quand même le mieux. Je suis du Mont-d'Or. J'ai été conseiller municipal au Mont-d'Or pendant un certain temps. Donc forcément, je connais bien les problèmes des communes de l'agglo et je connais aussi forcément la Grande Terre puisque ma femme étant de Canala, donc je connais les problèmes des communes de Brousse et donc des gens qui vivent en Brousse. Donc l'histoire fait que je connais bien la deuxième circonscription. Alors vous parlez d'unité, mais vous avez face à vous une candidate du MNIS, Muneiko Aucas.
Comment vous expliquez cette candidature dissidente alors qu'effectivement, vous sembliez avoir fait l'union la plus large possible? Oui, pour moi, elle n'est pas en face, elle est à côté. Elle est à côté. Je pense que le MNIS a dû le dire déjà. Je ne peux pas tout écouter puisque je suis en meeting, mais euh, il ne quitte pas le CSI, donc ce n'est pas des adversaires. Ils Le restent à comité l'intérieur. stratégique indépendantiste. Indépendantistes, ils restent à l'intérieur et ils ont des choses à proposer. Vous savez, quand on est jeune, on veut aller vite, on veut proposer et on comprend. On a tous été jeunes à un moment ou à un autre, donc on comprend cette démarche. Moi, j'ai déjà dit que si les électeurs font en sorte que je sois au deuxième tour, notre porte sera ouverte pour venir nous rejoindre et faire campagne ensemble pour gagner. Voilà, je crois qu'il y a des moments, on est comme ça, on est jeune, on veut y aller et on y va. Il n'y a pas de divergence de fond sur le bilan de l'accord, notamment sur les projets d'avenir. Ça, Est-ce que le MNIS ne veut pas quand même exprimer une voix différente? Ça, faut le demander au MNIS. Donc, s'ils ont une vision différente, il faut qu'ils le disent quelque part. Peut-être qu'ils vont le dire dans la campagne, mais en tout cas, on peut avoir des analyses différentes. Hein. La mouvance indépendantiste, ça représente maintenant 7 à 8 partis. Donc, forcément, il y a des choses qui sont différentes, des analyses qui sont différentes. Et forcément, il y a des choses qu'on voit et qu'on analyse différemment. Maintenant, le plus important, c'est de mener un combat ensemble, et c'est ce que nous proposons. Et les gens de ces partis m'ont désigné pour être la tête de liste qui va mener ce combat, mais derrière, c'est l'ensemble des partis qui sont là, bien sûr. Est-ce que vous pensez possible, franchement, l'élection d'un député indépendantiste cette fois-ci? On y revient tous les 5 ans. Tous les 5 ans, vous vous plaignez du découpage en disant c'est impossible, on ne peut pas y arriver. Cette année, vous y croyez? Ben, vous savez, j'ai entendu et j'ai lu par ailleurs qu'une journaliste fort bien placée à RRB pense que nous allons faire de la figuration. Je vous rassure, nous ne faisons pas de la figuration, nous y allons pour gagner. Nous y allons pour gagner. Nous y allons pour gagner parce qu'on a le devoir par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Quand je dis la nôtre, c'est celle du pays. De ramener une forme de vérité au sein de l'Assemblée nationale et auprès de l'État. Et donc, on a le devoir, nous, de la mouvance indépendantiste, d'aller informer les députés, les nouveaux députés qui ne connaissent pas forcément l'histoire et qui sont peut-être loin par rapport aux préoccupations qu'ils ont à l'Assemblée nationale, la guerre en Ukraine et la vie chère et bien d'autres problèmes. On aura, si les électeurs nous le permettent, l'obligation d'aller informer les députés et de bien faire comprendre aux députés les enjeux qui se tiennent en Nouvelle-Calédonie. On va revenir sur votre programme et sur ce que serait le rôle d'un député indépendantiste, mais je voudrais élucider avec vous un point parce qu'on est souvent interpellé par les auditeurs sur cette question. Qu'en est-il du deuil kanak qui avait été décrété en septembre dernier par le Sénat coutumier pour 1 an? Alors les gens disent, ils ont invoqué le deuil kanak pour ne pas participer au référendum. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de deuil kanak pour participer aux législatives? Alors, les responsables du FLNKS et de la mouvance indépendantiste ont rencontré les aires coutumières et le Sénat. Donc, je ne parlerai pas au nom des aires coutumières et des coutumiers. Je sais que lundi, on rencontre les 4 candidats du FLNKS et indépendantistes et nationalistes rencontrent le Sénat coutumier. Lundi, donc on va être à l'écoute de ce qu'ils vont nous dire comme message. Donc moi, je ne parlerai pas de cet aspect purement coutumier. Vous poserez la question au président du Sénat directement, ça ira beaucoup plus vite pour tout le monde. Moi, je rappelle l'histoire politique que l'on connaît et la force de résilience que doit avoir le peuple kanak. Parce qu'on est passé sur nos meetings, on a été à Ouvanu, Puebo, vous savez, 10 Kanaks décapités en 17 minutes. On n'a pas été à Yengen, on devait passer à Yengen. Les problèmes qu'il y a à Yengen ont fait qu'on a reporté notre meeting, mais on est passé sur tous ces endroits avec l'histoire. Et la force de résilience du peuple kanak, c'est de porter toujours l'intérêt général avant tout. Quand
quand les 10 de Tiendanit tombent, et dont les frères à Jean-Marie Tjibaou, ça n'empêche pas Jean-Marie Tjibaou de décider de lever le pied quand même, par rapport à la venue d'un émissaire de l'État français de l'époque. Quand Éloi Machoro et Marcel Nonaro sont tués par le GIGN à la fois, au Congrès, on décide de faire un deuil et on décide d'interdire l'alcool et le sport. Mais le combat continue. Le combat continue parce que la résilience du peuple kanak fait qu'on doit toujours relever le flambeau, on doit toujours aller de l'avant. Ça a été le cas aussi pour Jean-Marie et Yéyé quand ils sont tombés. C'est quand même deux responsables, hautement responsables politiques de chez nous, qui sont tombés à OVA. Il a fallu continuer. Il y a eu le débat chez nous pour savoir s'il fallait désigner un président à l'UC, hein, s'il fallait redésigner un président tout de suite ou s'il fallait attendre la levée du deuil. Et politiquement, on a décidé de mettre un président pour avoir un interlocuteur en face de l'État et en face de Jacques Lafleur alors, qui était encore avec nous, pour pouvoir continuer à porter l'accord de Matignon. Et vous voyez qu'on est toujours dans cette démarche de résilience. Avec le Covid, avec le Covid, forcément, j'aurai peut-être l'occasion lors de cette interview d'en parler. Forcément, les décès, les morts de 2021, c'est à partir du mois de septembre, octobre, novembre. On est là. Moi, je sais certaines familles ont dû enterrer les gens sur Nouméa parce qu'ils n'ont pas pu les rapatrier aux îles, ils n'ont pas pu les rapatrier sur la Grande Terre. Mais il n'y a pas que des Kanaks qui ont été victimes. Il y a tout le monde. Toutes les communautés ont été touchées. De toute façon, on le voit d'ailleurs sur le résultat. Moins de 56% de participation. Donc on voit bien que les gens n'ont pas été votés parce qu'ils avaient aussi peur de ça et ils avaient peur aussi de porter atteinte aussi à l'ensemble des décès. Vous savez, on fait la campagne aujourd'hui, on a instauré tout de suite, dès qu'on fait la coutume, de ne pas se saluer. Et quand même, quand on fait la coutume, c'est pour se dire bonjour, c'est pour se saluer. On ne serre pas les mains, on ne fait pas de bisous, bien qu'on a envie de faire, parce que c'est la famille, c'est la grande famille qui se réunit, tout simplement parce qu'on ne veut pas faire circuler la maladie si elle est encore là. Le taux d'incidence a remonté, l'Australie a un taux d'incidence qui a augmenté. Donc nous, on veut faire une nation pour des gens vivants, des gens bien portants. Donc le deuil kanak n'est plus le même que celui du mois de décembre de l'année dernière par rapport à celui du mois de mai de cette année. Voilà ce que je suis à même de dire politiquement. Justement, pour rester dans le contexte politique, qu'est-ce que vous pensez de l'Union loyaliste qui s'est constituée, qui a vocation, qui veut rassembler le maximum de partis non indépendantistes face à vous? Il y aura un candidat dans chacune des circonscriptions, Philippe Dunoyer dans la première, et face à vous, Nicolas Metzdorf. J'ai du mal à suivre. Je ne sais plus, moi. Je suis un peu perdu. À chaque fois, on me dit non, attends, tu te trompes. Celui-là, il n'est pas là, il est de l'autre côté. Mais quel autre côté? Mais là, il est là, il est là. Je ne sais plus. Je sais plus qui est qui avec dans tout ça. Votre grande expérience, vous n'arrivez pas à vous y retrouver? Je vais appeler mon copain Simon qui va peut-être m'informer un peu mieux des choses. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Bon, maintenant, l'union des... J'ai du mal à dire loyaliste. L'union des non-indépendantistes, on va dire plutôt comme ça, c'est plus facile pour moi. Je pense que derrière ça, il y a le président de la République, il y a M. Macron qui veut tenter de mettre un bloc pour être sur une discussion pas trop compliquée. Je pense que Édouard Philippe, quand on le rencontrait à chaque comité des signataires, c'était un peu, à chaque fois, il essayait de réduire au maximum le nombre d'interlocuteurs pour justement faire les choses. Donc, on peut penser que la chose est là. Après, c'est quand même très surprenant quand même de retrouver Sonia Backès et Philippe Dunoyer main dans la main, côte à côte pour ces élections, lorsqu'on sait qu'ils étaient adversaires en 2017 et que tout le monde s'était lié contre Sonia pour faire élire Philippe Dunoyer. C'est surprenant, mais tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. J'espère que ça servira aussi le débat politique. C'est peut-être plus compliqué au niveau de l'électorat, je pense. C'est quand même beaucoup plus compliqué au niveau de l'électorat parce que nous qui sommes en train de circuler parmi les populations, nous rencontrons beaucoup de Calédoniens
qui n'ont peut-être jamais voté indépendantiste, mais qui nous disent qu'ils en ont un peu marre de ces bagarres internes, de ces retrouvailles, de ces bisous et rebagarres. Et l'avenir en confiance, c'était pour rendre confiance à tout le monde. Ça a éclaté en 1000 morceaux. Je ne sais plus quel était l'autre rassemblement pour éviter, pour relancer la dynamique économique. On n'a pas vu de dynamique économique. J'ai quand même un peu peur que ces unions elles se défassent en fonction des élections à venir. C'est ça qui m'inquiète quand même un petit peu. On va devoir parler de l'avenir du pays, et donc je ne sais pas si on va retrouver cette union durable. Alors, à quoi peut servir un député indépendantiste à l'Assemblée nationale? Vous nous disiez notamment informer vos éventuels collègues ou confrères de l'Assemblée. La plupart des candidats disent aujourd'hui que le député devra être autour de la table de discussion et devra préparer l'avenir institutionnel. C'est aussi l'un de vos objectifs, ou vous ne vous projetez pas dans ces discussions sur l'avenir? Moi, je ne serai certainement pas dans les discussions. Je vais les suivre, forcément. Et c'est le rôle du député ou non? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Je dis non parce que je suis peut-être un peu ambitieux sur la chose. C'est que si je suis élu député, je serai élu député par une partie de l'électorat, mais je deviendrai l'élu de la Nouvelle-Calédonie. Donc à partir du moment où je deviens l'élu de la Nouvelle-Calédonie, forcément, mon angle de vision et même sera forcément... l'élu de la nation française. Hein, les députés représentent l'ensemble de la nation. On relève le défi, même si à un moment, le découpage Pasqua a dit il n'y aura jamais plus d'autonomistes, d'indépendantistes à l'Assemblée nationale qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Vous voyez le niveau de résilience que l'on a. On a fait plusieurs demandes pour changer le découpage. Il ne s'est pas fait. On va au combat quand même. On va à la bagarre. On est comme ça. On peut nous mettre tous les obstacles possibles. Vous en parlez tous les 5 ans. Vous ne demandez pas souvent le redécoupage. Là, on l'a demandé ces 5 dernières années. On l'a même demandé avec le gouvernement socialiste, M. Lurel, à un moment donné. C'est vieux. Donc on n'a pas été très écoutés. Voilà, on est même venu avec un découpage spécifique, bien précis. On n'a pas été ni entendu ni écouté. Au-delà de ça, résilience. Alors, l'émission, puisque c'est comme ça que je prends mon rôle, je ne fais pas de promesses. Je ne fais pas de promesses. Je ne fais qu'une chose, c'est un engagement. Je m'engage à faire en sorte que, on puisse ramener véritablement une vérité sur la situation du pays, et que cette vérité, on puisse la partager sur l'ensemble des députés, et forcément derrière suivre les négociations et faire en sorte que tout ce qui va être décidé à l'Assemblée nationale, soit conforme aux décisions. Je le dis fortement. Souvenez-vous du problème sur le corps électoral figé et sur les aléas qu'on a dû connaître après. Et donc le rôle des députés, c'est aussi veiller à ce que les choses qui sont décidées dans le pays soient appliquées honnêtement à l'Assemblée nationale. Donc vous connaissez que je suis un peu... je ne vais pas utiliser un mauvais mot, persévérant sur les choses. Je suis un peu pugnace sur les choses. Donc, j'amènerai cette pugnacité pour faire en sorte que tout ce qui sera pris comme arrêté, article, loi, etc., reflète bien la vérité et l'engagement qui sera pris par les uns et les autres au niveau des discussions à venir. Mais je ne serai pas dans les discussions. Et vous avez des contacts avec la NUPS, pour rester à l'Assemblée nationale, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale qui s'est créée autour de Jean-Luc Mélenchon? C'est a priori ceux qui sont les plus proches de vous dans l'échiquier politique national? Là aussi, j'ai un peu de mal à suivre aussi. En France, c'est un peu compliqué. La République En Marche devienne, je ne sais plus, c'est quoi le nom d'ailleurs de l'équipe à... Renaissance. J'ai du mal à suivre. Par contre, on a des contacts avec des députés, on a des liens, et ces liens, ces contacts, ils sont multiples. Et il y en a peut-être plus proches de M. Mélenchon, mais nous avons aussi des gens avec qui nous discutons bien, aussi bien chez les Républicains que chez les socialistes à l'époque, etc. Vous savez, tenir informés les députés, si l'équipe a
À Zemmour, ils ont des députés. On ira aussi les informer de la situation en Nouvelle-Calédonie. Si Madame Le Pen a des élus à l'Assemblée nationale, ça sera aussi le devoir de l'élu de la Nouvelle-Calédonie d'informer la situation en Nouvelle-Calédonie. C'est pas nous qui choisissons les députés, premièrement, qui sont élus en France, et deuxièmement, ça va être le rôle, c'est-à-dire que les gens soient le mieux informés de la situation pour prendre les bonnes décisions. Même si vous, personnellement, vous me le reprochez un peu souvent de trop parler de l'histoire, mais j'ai pour habitude de dire aussi celui qui ne connaît pas bien son histoire est amené à revivre son passé. Donc les erreurs commises par l'État ne doivent pas se reproduire en Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être ambitieux ce que je dis, mais c'est ma vision. Vous connaissez la nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet. Elle a eu l'occasion de venir en Calédonie, elle s'occupait elle était membre de la mission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez eu des contacts avec elle? Vous pensez pouvoir travailler avec elle? Elle était présidente aussi de la commission des lois. Donc on a eu à échanger, puisque quand on a fait certaines modifications sur la loi organique, on a dû échanger sur justement trouver la bonne écriture de certains articles. Donc on a échangé avec elle, on l'a rencontrée dans le cadre de la mission parlementaire pour laquelle elle a fait un rapport en 2018. Donc on a échangé, on trouve que c'est une personne qui est à l'écoute, qui écoute et qui a cette capacité aussi de synthétiser ou de créer le consensus nécessaire sur les choses. Donc on l'écoute, qui plus est, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mes origines sont du côté de la Meurthe-et-Moselle, donc de Nancy. Donc on partage ensemble la devise qui est celle de qui s'y frotte s'y pique. Donc voilà, on partage au moins ça. Parce qu'elle est née à Nancy, effectivement. On parlait des discussions sur l'avenir. Si vous-même vous voulez pas y participer, quelle est la position que vous allez défendre, notamment pendant cette campagne? Parce qu'on a l'impression que l'UC et l'UNI, pour ne parler que d'elle, ne sont pas forcément en phase à 100% sur le troisième référendum. Est-ce qu'il faut en faire un autre? Est-ce que vous contestez les résultats? Est-ce que c'est l'ONU qui doit en faire? Vous, quelle est votre position et qu'est-ce que vous défendez dans cette campagne? Moi, personnellement, je n'ai pas forcément de position. Moi, on m'a donné une mission et c'est cette mission-là, voilà, et c'est une mission commune. Quelle est la mission commune du FLNKS, des nationalistes et des indépendantistes concernant l'avenir institutionnel? Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Continuer la marche de l'accord de Nouméa, puisque c'est l'accord de Nouméa qui continue à fonctionner aujourd'hui. Jusqu'en mai 2024. Après, il va bien falloir y mettre un terme. Moi, on ne m'a pas fixé de date. On m'a pas fixé de date jusqu'à ce qu'il y ait un accord sur quelque chose. À la fin des discussions, des négociations, c'est écrit comme ça aussi dans l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que les partenaires se réunissent et font le point sur la situation. Moi, je ne sais pas sur quoi ça débouchera. C'est eux qui vont négocier, c'est eux qui vont voir. Donc, on ne m'a pas fixé de date. Le maintien des acquis, ne pas revenir en arrière, donc pas de dégel du corps électoral, etc. Continuer à se battre pour tout ce qui est au niveau, j'allais dire, engagement de l'État français par rapport au transfert des compétences. Donc, on est là-dessus. J'aurai à travailler aussi sur la préparation des transferts de compétences, que ce soit de l'article 27, que ce soit les compétences régaliennes. Forcément, il faut y travailler. Surtout, il faut les préparer. Donc, on a quelques idées là-dessus qu'on est en train de travailler pour pouvoir trouver le moyen d'avoir beaucoup plus de Calédoniens dans les gendarmeries, pour avoir des Calédoniens au sein de la justice, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas du transfert. Le transfert en lui-même, dans la mesure où les Calédoniens ont dit 3 fois non à l'indépendance, le transfert des compétences régaliennes n'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. On est toujours dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa prendra fin lorsque les partenaires avec l'État se seront mis d'accord sur c'est quoi après l'accord. Oui, mais les transferts éventuels des compétences régaliennes, ce serait après l'accord. Mais, pas pendant, pas avant. On va jusqu'aux 3 référendums, c'est ce qui est écrit quand même. Ouais, et ensuite, on examine la situation ainsi créée. On ne transfère pas les compétences régaliennes après que les Calédoniens aient dit qu'ils ne voulaient pas d'un transfert des compétences régaliennes. La vocation d'un député, c'est de préparer le pays en devenir. C'est ma vision à moi. Et forcément, aujourd'hui, tout le monde crie délinquance, insécurité, etc., etc. C'est une compétence régalienne. Eh ben, peut-être qu'il est temps de se mettre autour de la table avec l'État français et de dire comment on fait pour que cette compétence, elle puisse être
partagée à un moment donné et surtout plus efficace dans le pays. Pour être plus efficace dans le pays, il faut rendre les gens du pays acteurs de ces compétences, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On nous cite des chiffres, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas, je peux vous le dire. On peut aller dans les gendarmeries, on peut aller. Il y a déjà voir beaucoup les de policiers quand même. Il y a déjà beaucoup de Oui, policiers calédoniens. il y a pas mal de policiers. Mais on peut revenir sur les choses. La police, c'est Nouméa et le Grand Nouméa. On va s'arrêter à ce niveau-là. Et vous voyez d'ailleurs ce qu'on a fait sur le Mont d'Or avec Eric. Ce qu'on a tenté de faire, c'est justement essayer de couvrir gendarmerie, police et garde champêtre pour avoir ce lien-là, ce réseau qu'on peut créer. Donc vous voyez qu'on peut préparer les compétences régaliennes, on doit y participer parce que c'est notre ordre à nous, c'est notre sécurité. Et donc forcément, j'aurai à faire ce travail. Et pour les indépendantistes, de toute façon, eux, ils l'ont déjà dit, et c'est ma position aussi, c'est le point 5 de l'accord de Nouméa, qui dit que le pays a vocation à être souverain à la fin de cet accord. Pour nous, pour l'instant, l'accord n'est pas fini pour nous. Okay, on est d'accord là-dessus. Maintenant, l'autre petit point quand même qui me paraît important. Moi, je voudrais vous parler du gel du corps électoral quand même. Oui, on y reviendra après. L'autre petit point qui me paraît important, c'est le dernier référendum. Le dernier référendum qu'on n'a toujours pas acté, nous. Nous ne l'avons pas acté. Et là, je trouve que c'est une erreur politique à Macron. Ben, je dis Macron parce que c'est lui le président de la République. Et il a voulu à tout prix écouter l'union des non-indépendantistes ou les représentants des non-indépendantistes. Et je pense que le député Gomez en porte aussi une responsabilité, puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait pas plus de 30% de oui à l'accession à la pleine souveraineté. Et donc, la parole d'un député, il est entendu, il est écouté en France, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'État. Et donc, les gens disent « Oh, c'est bon, il n'y a plus à se soucier de ça. Ça va être non à l'indépendance à plus de 70%. » Donc, ça, c'était pour le premier référendum. Oui, c'était pour le premier référendum. Et en fait, l'histoire a dit ce qu'elle a dit, c'est-à-dire 43% dans un premier temps, 47% dans un deuxième temps. Et si on avait été jusqu'au troisième normalement, j'allais dire légalement, on serait certainement peut-être à 50-50 ou peut-être même on aurait dépassé. D'abord, ce n'est pas forcément une progression mécanique et ensuite, il a été légal celui-là. On peut dire légalement. Le référendum du 12 décembre, il est légal. Moi, je ne vais pas dire illégal, mais je veux dire il ne représente rien. Il ne représente rien. Sinon, il donne un chiffre que je vais vous... c'est ma lecture à moi. Mais c'est la lecture que je vais porter aussi à l'Assemblée nationale une fois que je serai élu. En 87, on a connu un référendum où le FLNKS avait boycotté aussi, on est d'accord. Il y avait deux questions, soit voulez-vous que le pays accède à l'indépendance ou je veux que la Nouvelle-Calédonie demeure au sein de la République française. À ce questionnement, il y a eu 57,17% des inscrits qui ont dit je veux rester au sein de la République française. Okay, c'est le chiffre qui est donné. Le chiffre de 2021, donc du 12 décembre 2021, non à l'accession à la pleine souveraineté, le non, il est à 41,07% des inscrits. Voilà. Moi, c'est la lecture que j'en fais. Donc, on voit bien qu'on est dans une démarche qui nous mène vers la pleine souveraineté. On va avoir de moins en moins de population qui va aller à l'encontre de la pleine souveraineté. Et je me permets aussi, parce que ça permet aussi de dire des choses, parce que je connais un peu l'histoire, et puis je pense qu'il y a des moments où il faut rappeler la vérité. Dans la Constitution, dans la loi organique, il est mis, donc en le titre 13, et en son article 76, il est mis la Nouvelle-Calédonie, les populations intéressées. Okay. Une fois qu'on avait mis les populations intéressées, il fallait dire c'était qui. Okay. Nous, on est revenus, les indépendantistes ont déposé, on dit, nous, on a déjà dit, à Naville-les-Roches, c'est les populations intéressées, c'est les Kanaks avec les victimes de l'histoire. En face, Jacques Lafleur et tout le monde a dit, non, ça va, c'est pas bon, c'est pas bon. On a dit, bon, ok, on va faire un pas, on vous propose le corps électoral de 87, justement. Ah non, c'est pas bon, là, on va se faire massacrer par notre électorat, non, il faut trouver autre chose. Bon, c'est lui de 88, c'est toujours pas bon. Les indépendantistes ont demandé à Jacques Lafleur, mais vous proposez quoi? Et Jacques Lafleur nous a proposé que les populations intéressées, c'était toutes les personnes qui étaient arrivées jusqu'au 31 décembre 1994. C'est lui qui a fixé la date.
OK, c'est Jacques Lafleur qui a fixé la droite. Donc, les Calédoniens, et nous avons dit OK, nous avons fait ce compromis-là. On parle du corps électoral pour la consultation. Pour on la est bien d'accord, consultation. oui. Et nous avons fait cette démarche. Parce que les référendums devaient avoir lieu en 2014, les premiers, et que ça faisait donc 20 ans de résidence. Ils pouvaient avoir en 2014. Ils pouvaient avoir lieu en 2014. Et nous avons dit, OK, à partir de là, nous sommes mis d'accord pour, nous, Calédoniens, pour dire, voilà les populations intéressées. Et donc, le résultat de ces populations intéressées, si on va un peu plus loin dans la logique, et c'est ce que je vais porter à Paris, c'est qu'on le voit bien, les populations intéressées plus nos enfants qui viennent, et donc les enfants de cette population intéressée, on va aller de plus en plus vers une majorité qui va aller vers la pleine souveraineté. Donc, on est dans le fil de l'histoire, c'est la continuité. Donc, on va continuer à porter les choses comme ça. C'est ce que j'irais dire aussi au Palais Bourbon, et c'est ce que je dirais à l'État. La population intéressée va de plus en plus être majoritaire pour l'accession du pays à la pleine souveraineté. C'est une réalité, elle n'est pas historique, elle est aujourd'hui. Et c'est votre conviction, mais ce n'est pas forcément la vérité néanmoins. Le corps électoral, vous en êtes l'un des spécialistes incontestés. Vous dites, vous prenez une position de principe, pas de dégel du corps électoral. Là aussi, on va vous dire, c'était prévu pour 20 ans. Les instances internationales ont dit que c'était possible parce que c'était une mesure transitoire. Beaucoup disent, quand l'accord de Nouméa est terminé, le corps électoral est forcément dégelé. Vous êtes complètement opposé à cette... Et puis là, il va falloir aller vite pour le dire. Mais vous êtes opposé à cette interprétation. C'est vous qui dites que l'accord de Nouméa est fini ? Non. Non, parce que en début de l'année, quand il sera fini. En début de l'année, on a fait la révision des listes électorales encore. D'ailleurs, tout le monde y a participé, du corps électoral spécial provincial. C'est pas moi qui décrète. C'est pas moi qui décrète quand il sera fini l'accord de Nouméa. D'accord, très bien, ça me rassure déjà. Qu'il joue les prolongations, mais parce qu'on est toujours dans l'accord de Nouméa. Mais il avait été signé pour 20 ans, on est bien d'accord. Il avait été signé dans le titre 13, c'est-à-dire une période transitoire. Mais la date n'a pas été marquée dans la Constitution. Après, c'est la lecture que l'on fait de la loi organique qui dit, au bout... C'est-à-dire que chacun choisit la lettre qui l'intéresse pour avoir une référence. Non, mais d'accord. Pour l'instant, le Conseil d'État... On est d'accord pour dire que ça a été signé pour 20 ans. Non. C'est écrit dans l'accord lui-même, c'est pas dans la Constitution. Ça a été signé pour la durée de l'accord de Nouméa. Vous dégelez quand le corps électoral ? On est toujours dans l'accord de Nouméa. Donc, le corps électoral continue. On a fait la révision des listes électorales en début d'année. Donc, ça continue. Nous, on dit c'est le corps électoral citoyen. Ce n'est pas un corps électoral gelé, c'est un corps électoral citoyen. Et là, vous parlez du corps provincial. Hein. On parle du corps provincial, on est bien d'accord. Du corps électoral provincial. Ça a été arrêté pour définir c'était qui était concerné par le destin commun. Le destin commun. C'est pour ça le rôle du député il est important aussi, parce qu'il faut veiller à ce qui est dit au Palais Bourbon. Laisser croire que le destin commun ne fonctionne pas. On l'a vu dans le rapport, le fameux rapport fait par l'État sur le oui ou non. Les Calédoniens ne sont pas mis d'accord sur le destin commun. Mais si on s'est mis d'accord, c'est l'application où on ne s'est pas mis d'accord. Et là, je montre du doigt mes adversaires, mais néanmoins partenaires, non indépendantistes. Alors, tant qu'on parle du corps électoral, parce que vous me donnez un titre que je n'ai pas, j'ai lu un post, c'est rare que je dise les posts, les réseaux sociaux. C'est mon camarade Philippe Blaise qui dit que je suis un extrémiste dans les choses. Ben, vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas antidémocratique le travail que j'ai fait. Le travail que j'ai fait, c'est pour simplement appliquer la loi. Ce qui veut dire que les soi-disant loyalistes n'ont pas fait appliquer la loi. Il a fallu qu'on fasse des recours pour qu'enfin on puisse obtenir la légalité, la loyauté envers les écrits. C'est le travail sur lequel je me suis engagé. Et d'ailleurs, on a un comité des signataires qui le dit lui-même, il y a eu des irrégularités. On a fini par se mettre d'accord. Et on a fini par se mettre d'accord pour dire, on crée un politiquement clos. On a mis d'accord. Et ça, si M. Philippe Besse pense que c'est le travail de Rémi Gérard, merci pour Rémi Gérard, je n'étais pas tout seul. Mais il parle aussi de l'avenir, j'imagine, puisque les loyalistes disent aujourd'hui, ou les partisans du maintien dans la France, on va dire, puisque vous ne voulez pas du terme loyaliste, disent aujourd'hui que quoi qu'il arrive, les élections provinciales de 2024, c'est-à-dire les prochaines, devront forcément se dérouler avec un corps électoral dégelé, ouvert.
Non, il ne dit pas ça. Hein. Dans son poste, il dit qu'il faut faire barrage aux candidats indépendantistes, Oui, qui est un extrémiste blanc en plus. Il précise bien hein, que je manipule tous les Kanaks, etc. etc. Il dit ça, il dit que ça, il parle que oui, de mais ça. Moi, ce que je dis... les candidats non indépendantistes disent dans cette campagne Ah, législative que les prochaines provinciales de 2024 devront se faire avec un corps électoral ouvert. ben, je ne sais pas, il y en a qui disent qu'il ne faut plus de provinces, il y en a qui disent qu'il faut changer les provinces. Moi, je ne sais plus ce qu'ils disent. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans l'accord de Nouméa, que le gouvernement délibère, fait des lois du pays, et on va voter, et on fait fonctionner la démocratie de ce pays, et on continue à faire fonctionner les institutions qui permettent aux citoyens de tous les jours de vivre de ces institutions et des règles qu'on définit. Voilà. C'est simplement, je ne suis pas un extrémiste, j'ai été obligé d'aller jusqu'au bout de mes recours pour faire en sorte que l'État français reconnaisse que certaines personnes dans ce pays ont triché avec la loi, avec l'accord de Nouméa. Et d'ailleurs, ça a valu une modification de la loi organique suite à une mauvaise interprétation du Conseil constitutionnel sur le cadre de l'article 76 de la loi Bon, organique. là aussi, on va pas refaire l'histoire parce que chacun a quand même des interprétations et des visions un peu différentes. Malheureusement, le temps passe. Comment va se dérouler vous avez l'air en forme pour cette campagne législative. Oui, Comment ça va se passer? Et est-ce que vous allez la faire en même temps que vous allez faire des meetings ou des réunions publiques communes avec Wali Ouacha ou chacun dans sa circonscription on a commencé, on était ensemble à Puebo et on sera sur un meeting final au stade de Noumadélé le 8 juin. Oui, je vois. Voilà. Mais sinon, la campagne se passe très bien et d'ailleurs, le fait que je sois candidat, ça ouvre des portes. Beaucoup de Calédoniens viennent à nos meetings, viennent et ils disent on prend ce courage de venir vous dire ce que l'on veut, ce que l'on entend. Et je suis heureux. J'ai d'ailleurs aussi des encouragements des Calédoniens qui sont un peu fatigués par, ils nous disent comme ça, la politique politicienne. On préfère avoir des gens qui sont directs, qui disent ce qu'ils pensent et qui font ce qu'ils disent. Voilà ce que je ne me fais là que le porte-parole des Calédoniens, des Caldoches, comme on a l'habitude de dire, qui viennent à nos meetings. Donc j'en suis particulièrement fier, je ne vous le cache pas. Donc ça se passe très bien, c'est peut-être pour ça que je suis un peu en forme, mais je trouve que ce destin commun, il se vit bien dans nos meetings et pas simplement des bisous, on se dit les choses, on parle même du foncier, on parle d'un tas de choses dans nos meetings qui ne sont pas dans j'allais dire, dans les compétences du député, mais parce que c'est l'occasion de pouvoir parler à un moment donné. Et je remercie tous les gens qui viennent à mes meetings et qui viennent prendre la parole avec courage et qui viennent dire ce dont ils ont envie et ce qu'ils ressentent. Gérard Régnier, candidat aux législatives dans la seconde circonscription sous l'étiquette FLNKS, indépendantiste et nationaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci de votre invitation et moi j'invite tous les Calédoniens à venir à nos meetings. La semaine prochaine nous sommes à La Fois, Nouméa, Doumbéa, Mondor et Païta. Donc j'invite tout le monde à venir. Vous nous enverrez votre programme, Très bien, on le merci. rendra public. La fin de ce magazine Transparence, merci de l'avoir écouté. Il sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, il sera disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi, prochain rendez-vous d'infos à 13h.